Et si je vous disais que pendant que vous galérez à payer 350 € par mois pour une Peugeot 208 en LOA qui ne vous appartiendra jamais, des types malins roulent dans des voitures qui leur ont coûté le prix de votre acompte et qui tiendront plus longtemps que votre crédit. Le système vous a fait croire que la voiture neuve était un passage obligé, que le leasing était une bonne affaire, que rouler dans une caisse de plus de 10 ans, c'était risquer sa vie et celle de ses gosses. Mensonge, arnaque, manipulation de masse orchestrée par les constructeurs et leurs copains banquiers qui ont besoin que vous consommiez du neuf pour faire tourner leurs usines et leurs marges. Aujourd'hui, j'ouvre le coffre-fort des mécanos, celui qu'on ne partage qu'entre initiés, et je vous livre 3 voitures que tout le monde ignore alors qu'elles représentent probablement les meilleurs investissements automobiles possibles sur le bon coin en ce moment. On va commencer par un trio que personne ne regarde et c'est précisément pour ça qu'il faut foncer dessus. La Toyota Aygo, la Peugeot 108 et la Citroën C1 de deuxième génération, celle produite entre 2014 et 2018. Ces 3-là, c'est la même voiture, littéralement. Elles sortent de la même usine à Kolín en République tchèque, une joint venture entre Toyota et PSA qui a donné naissance à l'un des projets les plus intelligents de l'histoire automobile récente. Le châssis est commun, la plateforme est identique, et sous le capot, c'est le même petit 3 cylindres essence d'1 litre qui bat tranquillement. La seule différence, c'est la calandre et quelques détails de finition intérieure. Mais mécaniquement, vous achetez la même machine, que vous choisissiez le badge japonais ou le badge français. Ce moteur, parlons-en sérieusement. Le 1KR FE de Toyota, c'est un bloc atmosphérique de 998 cm3 qui développe 72 chevaux. Sur le papier, ça fait sourire les gars qui roulent en Golf GTI. Dans la vraie vie, c'est exactement ce qu'il faut pour se déplacer en ville et sur national sans jamais se ruiner. Ce 3 cylindres, Toyota l'a conçu avec une obsession, la longévité. Distribution par chaîne, ce qui signifie que vous n'aurez jamais à débourser 600 € pour un changement de courroie comme sur une Renault Clio de la même époque. La chaîne, si elle est correctement lubrifiée avec des vidanges régulières, elle tient la vie de la voiture. J'ai vu des exemplaires dépasser les 250 000 km sans jamais avoir ouvert le moteur. La segmentation des pistons sur ce bloc est dimensionnée pour encaisser, l'alésage est traité pour minimiser l'usure, et l'absence de turbo supprime le point de faiblesse numéro 1 des moteurs modernes. Parce que le turbo, faut qu'on en parle. Sur une voiture essence moderne, le turbo c'est la pièce qui va vous coûter entre 1200 et 2000 € quand elle va lâcher, et elle va lâcher. Les cycles thermiques, les montées en température brutales, l'huile qui coquéfie dans les paliers, tout ça use prématurément les turbines. Sur l'Aygo, la 108 et la C1, ce problème n'existe pas. Le moteur respire naturellement, il monte en température progressivement, il refroidit sans stress et il vous le rend en fiabilité. Les ingénieurs de Toyota ont fait un choix philosophique. Plutôt que de gonfler artificiellement la puissance avec un turbo pour afficher des chiffres marketing, ils ont préféré un bloc simple qui fonctionnera encore dans 20 ans. La consommation réelle de ces petites, c'est là que ça devient intéressant financièrement. En usage mixte, vous tournez autour de 5 litres au 100. En ville pure, si vous avez le pied léger, vous pouvez descendre sous les 4 litres 5. Faites le calcul avec le prix actuel du SP95 E10 aux stations Total ou Carrefour, on est autour d'1 €, 70 le litre selon les régions. Sur 15 000 km annuels, ça vous fait une facture carburant d'environ 1275 €. Comparez ça avec un SUV type 3008, qui consomme 7 litres au 100 en étant optimiste. Vous économisez plus de 500 € par an juste en essence. Et ça, c'est de l'argent qui reste dans votre poche, pas dans celle de Total Energy. L'assurance sur ces véhicules, c'est le deuxième poste où vous allez gagner gros. Les compagnies calculent leurs primes en fonction de la puissance fiscale, du prix neuf du véhicule et des statistiques de sinistralité. Une Aygo de 2015 avec 4 chevaux fiscaux, un prix catalogue d'origine autour de 12 000 €
et un profil de conducteur généralement prudent, ça vous donne une prime annuelle qui peut descendre sous les 300 € en tout risque pour un conducteur expérimenté. Essayez d'assurer un Peugeot 2008 récent au même tarif. Vous allez rigoler. Jaune. Maintenant, le talon d'Achille de ces petites, parce qu'il faut être honnête et c'est comme ça qu'on construit la confiance, le point faible numéro 1, c'est la boîte robotisée ETG. Si vous tombez sur un exemplaire équipé de cette transmission, fuyez. Cette boîte, c'est une manuelle automatisée avec un embrayage piloté par des actuateurs, et ces actuateurs ont une durée de vie limitée. Quand ça lâche, comptez 800 € minimum pour la réparation, et les symptômes sont vicieux. À-coups au démarrage, passage de rapports brutaux, embrayage qui patine. Le conseil de mécano, c'est de chercher exclusivement les versions à boîte manuelle 5 vitesses. Cette boîte-là, c'est du solide, de la mécanique pure sans électronique capricieuse, et un embrayage qui se change pour 250 € pièce et main-d'œuvre chez un indépendant. Deuxième point de vigilance, le système de climatisation sur les premières années de production. Le condenseur avait une tendance à fuir prématurément, et une recharge de clim avec recherche de fuite, ça peut monter à 300 €. Vérifiez que la clim souffle bien froid lors de l'essai, c'est un indicateur important. Troisième élément à surveiller, les silent blocks de train avant, qui peuvent montrer des signes de fatigue après 100 000 km. Une pièce à 30 € chez Oscaro, 1 heure de main-d'œuvre, rien de dramatique si vous anticipez. Sur Le Bon Coin aujourd'hui, vous trouvez des Aigo 108 et C1 de 2015-2016 avec 100 000 km entre 5 000 et 6 500 €. À ce prix-là, vous achetez cash ce qu'un type en LOA paye en 18 mois de mensualité. Et votre voiture à vous, elle vous appartient. Pas de kilométrage limité, pas de frais de remise en état à la restitution, pas d'obligation de passer chez le concessionnaire pour l'entretien sous peine de perdre la garantie. Vous êtes libre. Vous pouvez faire vos vidanges vous-même dans votre garage avec de l'huile Castrol Edge à 25 € les 5 litres et un filtre à 8 €. Vous pouvez partir en vacances sans compter les kilomètres. Vous pouvez prêter la voiture à votre gamin qui vient d'avoir le permis sans calculer l'impact sur une valeur de reprise fictive. Cette liberté-là, elle a un prix. Ou plutôt, elle n'en a pas. C'est le premier propriétaire qui a payé la taxe de vanité. Celui qui voulait absolument rouler dans une voiture neuve avec l'odeur du plastique vierge. La dépréciation la plus violente, c'est lui qui l'a subie. Entre la sortie du concessionnaire et les 3 ans du véhicule, une Aigo neuve a perdu 40% de sa valeur. Vous récupérez le diamant brut une fois que le marché a fait son travail de dévaluation. Le moteur a été rodé par quelqu'un d'autre, les éventuels défauts de jeunesse ont été corrigés sous garantie, et vous héritez d'une mécanique mature, prête à vous servir pendant 10 ans sans broncher. Avant qu'on passe à la suite, j'ai une question pour vous. Si ce contenu vous parle, si vous en avez marre d'entendre les mêmes conseils formatés par les influenceurs sponsorisés par les constructeurs, faites-moi un truc. Commentez cette vidéo avec le modèle de voiture fiable que vous recommandez. Et abonnez-vous à Tour Minute si c'est pas déjà fait, parce qu'ici on parle mécanique sans filtre. Maintenant, parlons d'une voiture qui souffre d'un déficit d'image totalement injustifié. La Mazda 2, génération 2007 à 2014, et particulièrement les versions diesel 1.4 et 1.6. Cette japonaise-là, elle vit dans l'ombre des Clio, des 208 et des Yaris. Et c'est une injustice criante quand on regarde ce qu'elle a sous la carrosserie. Mazda, c'est une marque à part dans le paysage automobile. Contrairement à Toyota qui joue la carte de la fiabilité statistique et du conservatisme technique, Mazda a toujours mis le plaisir de conduite au centre de ses préoccupations. Cette philosophie, il l'appelle Jinba Itai, l'unité entre le cavalier et son cheval. Ça peut paraître marketing, mais quand vous prenez le volant d'une Mazda 2 et que vous comparez avec une Renault Clio du même millésime, vous comprenez immédiatement de quoi on parle. La direction est plus précise, le châssis est mieux calibré, les trains roulants sont dimensionnés pour procurer du feedback au conducteur. Vous avez l'impression de piloter une voiture, pas de déplacer un objet sur roulette. Le moteur diesel 1.4 MZ CD de 68 chevaux,
C'est un bloc développé en partenariat avec PSA. Oui, encore PSA. À cette époque, le diesel français avait encore une vraie expertise, et Mazda a eu l'intelligence de s'associer plutôt que de réinventer la roue. Ce moteur, c'est une base DV4 qu'on retrouve dans les Peugeot 206 et 207, mais avec des spécificités de calibration propres à Mazda. L'injection est common rail, la pression peut monter jusqu'à 1600 bars, ce qui permet une pulvérisation fine du carburant et une combustion optimisée. En termes de consommation, vous êtes sur du 4 litres au 100 en cycle mixte. 4 litres. Avec un réservoir de 43 litres, ça vous donne une autonomie théorique de plus de 1000 km. Essayez de faire ça avec un SUV électrique et c'est 250 km d'autonomie réelle en hiver. La version 1.6 MZR diesel de 90 chevaux, c'est le même niveau de frugalité, avec un peu plus de couple pour les dépassements sur national. Ce bloc-là, il est dérivé du PSA DV6, qu'on retrouve dans les 308 et les C4. La particularité de ces moteurs, c'est leur turbo à géométrie fixe sur le 1.4 et variable sur le 1.6. Le turbo à géométrie fixe, c'est moins de performance, mais plus de fiabilité. Moins de pièces mobiles, moins de risque de grippage des ailettes, moins de problèmes à long terme. Le turbo à géométrie variable du 1.6 est plus sophistiqué, mais Mazda a bien bossé sur la lubrification et le refroidissement pour éviter les soucis prématurés. Le point de vigilance sur ces diesels, c'est la vanne EGR. Cette fameuse vanne de recirculation des gaz d'échappement, c'est le cauchemar des diesels modernes. Son rôle, c'est de réinjecter une partie des gaz brûlés dans l'admission pour réduire les émissions de NOx. Le problème, c'est que ces gaz chargés de suie encrassent progressivement la vanne et le collecteur d'admission. Sur la Mazda 2 diesel, comptez un encrassement significatif entre 80 000 et 120 000 km selon l'usage. Les symptômes, perte de puissance, fumée noire à l'accélération, voyant moteur allumé. La solution, soit un nettoyage de la vanne pour environ 150 €, soit un remplacement pour 300 € pièces et mains d'œuvre. Certains propriétaires choisissent de supprimer l'EGR avec une plaque obturatrice et une reprogrammation moteur, mais attention, c'est techniquement interdit au contrôle technique depuis les dernières réglementations, et ça peut vous valoir un refus si le technicien est tatillon. L'autre point à surveiller sur la Mazda 2, c'est le filtre à particules sur les versions qui en sont équipées. Ce FAP, il a besoin de faire régulièrement des régénérations pour brûler les suies accumulées. Si vous faites exclusivement des petits trajets urbains sans jamais monter le moteur en température, le FAP va s'encrasser et finir par se boucher. Un FAP neuf, c'est entre 800 et 1200 €. La solution, c'est de faire régulièrement un trajet de 30 minutes sur autoroute à régime stabilisé pour permettre la régénération. Les Mazda 2 d'avant 2010 n'ont généralement pas de FAP, ce qui simplifie considérablement la vie du propriétaire. Sur le marché de l'occasion français, la Mazda 2 de cette génération est honteusement sous-cotée. Vous trouvez des exemplaires diesel de 2010-2012 avec 120 000 km entre 3 500 et 4 500 €. À ce tarif-là, vous achetez une voiture avec un châssis de qualité, un moteur éprouvé et un agrément de conduite supérieur à la moyenne du segment. Les pièces détachées sont disponibles et abordables. Un kit de distribution complet avec pompe à eau tourne autour de 200 € sur Mister Auto. Des plaquettes de frein avant à 30 €, un filtre à huile à 8 €. L'entretien courant ne coûte quasiment rien si vous mettez un minimum les mains dans le cambouis ou si vous avez un garagiste indépendant honnête. La carrosserie de la Mazda 2 résiste correctement à la corrosion, ce qui n'est pas toujours le cas des japonaises de cette époque. Mazda a investi dans des traitements anti-corrosion sérieux après les problèmes rencontrés sur les générations précédentes. Vérifiez quand même les passages de roues et les bas de caisse lors de l'achat, surtout si la voiture vient d'une région littorale ou de montagne où les routes sont salées en hiver. Un traitement au corps creux préventif chez un carrossier coûte entre 150 et 200 € et peut vous faire gagner 10 ans de tranquillité. L'habitabilité de la Mazda 2 pour une citadine est remarquable. Les ingénieurs japonais ont optimisé chaque centimètre carré. 4 adultes peuvent s'y installer correctement pour un trajet d'1 heure sans souffrir, ce qui n'est pas le cas de toutes les concurrentes.
Le coffre de 250 litres est suffisant pour les courses hebdomadaires, et les dossiers arrière rabattables permettent de charger des objets encombrants. Cette polyvalence fait de la Mazda 2 une vraie voiture à tout faire, pas juste une citadine de complément. Le système électrique de la Mazda 2 est simple et fiable, pas de multiplexage complexe comme sur les Renault de l'époque, pas de boîtier électronique capricieux qui tombe en panne sans raison. Le démarrage se fait avec une clé classique, les vitres électriques fonctionnent avec des interrupteurs basiques, le tableau de bord est analogique avec des aiguilles physiques. Cette simplicité, c'est de la fiabilité à long terme. Les composants électroniques, moins il y en a, moins il y a de pannes potentielles. Les mécanos le savent bien. Les voitures les plus difficiles à réparer aujourd'hui, ce sont celles où tout est géré par des calculateurs interconnectés. Une panne de climatisation peut immobiliser un véhicule moderne parce que le calculateur moteur refuse de démarrer si le bus CAN détecte une anomalie sur le réseau de clim. Sur la Mazda 2, chaque système fonctionne de manière relativement indépendante. Accrochez-vous, parce qu'on va maintenant parler d'une voiture que personne ne veut. C'est exactement pour ça qu'elle représente une opportunité en or. L'Opel Astra G et H, produites entre 1998 et 2010, sont les mal-aimés du marché français. Quand vous dites Opel à quelqu'un, il pense fiabilité allemande douteuse, pièces introuvables et ennui mortel au volant. Ces préjugés sont en grande partie infondés, et celui qui sait lire entre les lignes peut faire l'affaire de sa vie. L'Opel Astra G, produite de 1998 à 2004, partage sa plateforme avec la Vectra B. Cette plateforme T, développée par General Motors Europe, a été conçue pour durer. Le châssis est rigide, les suspensions sont bien calibrées pour le réseau routier européen, et l'insonorisation est correcte pour une compacte de cette époque. Le problème d'image d'Opel en France vient d'une période noire dans les années 90 où certains modèles avaient effectivement des problèmes de fiabilité. Mais l'Astra G a marqué un tournant. GM a investi massivement dans la qualité de fabrication et cette génération a prouvé sa robustesse sur le terrain. Le moteur à privilégier sur l'Astra G, c'est le 1.6 Ecotec de 107 chevaux. Ce bloc essence atmosphérique à 16 soupapes est d'une simplicité biblique. Distribution par courroie, certes, mais avec un intervalle de remplacement de 120 000 km. La courroie elle-même coûte 40 €. Le kit complet avec galet et pompe à eau monte à 150 € sur Oscaro. Un garagiste vous facturera 300 € pour l'intervention complète, ce qui reste raisonnable. Ce moteur accepte très bien les hauts kilométrages. Des Astra G avec 300 000 km au compteur et le moteur d'origine, c'est documenté dans les forums de passionnés. L'alimentation en carburant se fait par injection multipoint séquentielle, un système éprouvé et facile à diagnostiquer. Les injecteurs sont accessibles, les capteurs sont standards et disponibles en adaptable, pour 3 fois moins cher que l'origine. La pompe à essence est immergée dans le réservoir, ce qui assure son refroidissement et prolonge sa durée de vie. L'allumage est géré par un module de bobine individuel, plus fiable que les anciennes bobines bloc qui distribuaient l'étincelle via un Delco. Le diesel 1.7 CDTI de 80 chevaux mérite également votre attention. Ce moteur, développé par Isuzu pour le compte de GM, est un 4 cylindres injection directe Common Rail. Le turbo à géométrie fixe ne pose pas de problème particulier, et l'injecteur pompe a été remplacé par un système rampe commune plus moderne et moins capricieux. La consommation tourne autour de 5 litres au 100 en usage mixte, avec des pointes à 6 litres et demi en ville et des descentes à 4 litres 5 sur autoroute. Le couple de 170 Nm disponible dès 2000 tours permet des reprises honorables malgré la puissance modeste. L'Astra H, produite de 2004 à 2010, représente une évolution significative. Le design est plus moderne, la qualité perçue intérieure a progressé et les motorisations ont été mises à jour. Le 1.6 Twin Port de 105 chevaux introduit une technologie de levée de soupape variable qui améliore le remplissage à bas régime
et réduit la consommation. Le 1.8 de 140 chevaux offre des performances plus généreuses pour ceux qui veulent un peu de vivacité sans basculer dans le premium. Côté diesel, le 1.7 CDTI évolue vers 100 chevaux, puis 110 chevaux selon les millésimes. Ces versions sont équipées d'un filtre à particules, avec les contraintes d'entretien que cela implique. Le 1.9 CDTI de 120 chevaux est également disponible, mais ce moteur Fiat GM a connu quelques soucis de fiabilité du turbo et de la vanne EGR. Pour une utilisation sereine, le 1.7 reste le choix rationnel. Le talon d'Achille de l'Astra, toute génération confondue, c'est l'électronique de carrosserie. Le module de contrôle de carrosserie, le BCM, peut développer des défaillances qui se traduisent par des comportements erratiques. Clignotant qui s'affole, verrouillage centralisé capricieux, éclairage intérieur aléatoire. Le diagnostic nécessite une valise spécifique compatible avec le protocole GM, ce qui peut compliquer la vie chez les petits garagistes non équipés. Avant d'acheter, testez systématiquement toutes les fonctions électriques. Lève-vitres, verrouillage, éclairage, climatisation. Un BCM neuf coûte 300 €, la programmation chez Opel ajoute 100 €, c'est une réparation qu'on préfère éviter. Autre point d'attention, le circuit de refroidissement. Sur les Astra G notamment, le CalorStat peut coller en position ouverte, ce qui empêche le moteur d'atteindre sa température optimale. Les symptômes ? Chauffage intérieur peu efficace, consommation légèrement augmentée, voyant moteur potentiel. Le CalorStat coûte 25 €. Son remplacement est accessible à un bricoleur motivé. Tant qu'on parle du refroidissement, vérifiez également l'état du vase d'expansion et du bouchon de radiateur. Ces pièces en plastique vieillissent mal et peuvent provoquer des pertes de liquide insidieuses. La direction assistée électro-hydraulique de l'Astra H peut occasionnellement poser problème. Le système combine une pompe électrique et une assistance hydraulique. Un choix technique qui offre de bonnes sensations, mais multiplie les points de défaillance potentiels. Écoutez les bruits de pompe lors des manœuvres de parking. Testez la direction en virage serré. Soyez attentif à toute lourdeur anormale. Maintenant, parlons prix et opportunité. Sur le Bon Coin ce matin, j'ai trouvé une Astra G 1.6 de 2002 avec 150 000 km à 2 500 €. Le vendeur est un particulier, indique un entretien suivi avec facture. À ce prix-là, vous achetez un véhicule dont la dépréciation est terminée. Il ne perdra plus un centime de valeur, vous pouvez le revendre dans 5 ans au même tarif si vous l'avez entretenu. Essayez de faire ça avec une voiture neuve qui perd 20% de sa valeur en sortant du concessionnaire. L'Astra H est légèrement plus cher. Comptez entre 3 000 et 5 000 € pour des exemplaires de 2006-2008 avec 120 000 km. Ces prix sont dérisoires quand on les compare au coût réel d'utilisation d'une voiture moderne. Prenez une Peugeot 308 récente en LOA. 400 € de mensualité sur 48 mois, ça fait 19 200 €. Ajoutez l'apport initial de 2 000 € et les frais de remise en état à la restitution, vous dépassez allègrement les 22 000 € pour une voiture que vous ne posséderez jamais. Avec cette somme, vous pourriez acheter 4 Astra H et en changer tous les 5 ans pendant 20 ans, tout en gardant de l'argent de côté. L'assurance de l'Astra est très abordable. La cote Argus basse signifie une valeur vénale faible, donc des primes réduites. Un conducteur avec un bon coefficient peut assurer une Astra H en tout risque pour moins de 350 € annuels. Le contrôle technique ne pose généralement pas de problème sur ces véhicules si l'entretien courant a été fait. Plaquettes, disques, amortisseurs, échappements, les points de contrôle classiques. La pollution est rarement un souci sur les essences catalysées, et les diesels sans FAP passent aussi sans difficulté si le moteur est en bon état. L'entretien d'une Astra est à la portée de n'importe quel garagiste indépendant. Les pièces sont standardisées, les procédures sont documentées, les codes de couple et les intervalles de maintenance sont disponibles en ligne. Une vidange avec filtre coûte 50 €, en plus. Faisant soi-même, 100 € chez un professionnel.
Les plaquettes de frein avant tournent autour de 35 € le jeu, les disques à 50 € la paire. Un kit d'embrayage complet, avec butée hydraulique, se trouve à 250 € sur les sites de pièces détachées. Comparez avec les prix pratiqués chez les concessionnaires des marques premium et vous comprendrez pourquoi l'Opel Astra est le choix rationnel. La vraie force de l'Astra, c'est sa banalité. Personne ne se retourne sur votre passage, personne ne vous envie, personne ne vous juge. Vous êtes invisible. Et cette invisibilité est une forme de liberté. Pas besoin de laver la voiture toutes les semaines pour maintenir les apparences. Pas besoin de stresser pour une rayure de parking. Pas besoin de chercher une place surveillée de peur du vol. L'Astra, c'est un outil de transport efficace et économique. Rien de plus, rien de moins. Et pour 99% de vos déplacements, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Ces 3 voitures que je viens de vous présenter partagent une caractéristique commune. Elles n'ont pas de sex appeal. Elles ne font pas rêver les ados sur Instagram. Elles n'impressionnent pas les voisins. Elles ne flattent pas l'ego. Mais elles partagent aussi autre chose de bien plus précieux. Elles fonctionnent. Elles démarrent le matin. Elles vous emmènent au travail. Elles vous ramènent le soir. Elles ne vous laissent pas en plan sur le bord de la route. Et elles ne vous ruinent pas. Dans un monde automobile devenu fou, où des citadines basiques dépassent les 25 000 €, et où le moindre problème électronique peut coûter 1 000 € de main-d'œuvre, ces pépites d'occasion représentent la voie de la raison. Le calcul financier est implacable. Prenons l'exemple d'un budget automobile sur 10 ans. Solution A, vous achetez une voiture neuve à 25 000 €. Vous la revendez 15 000 € après. 5 ans, vous en rachetez une autre neuve à 30 000 € que vous revendrez 18 000 €. Total des dépenses en achat-revente, 22 000 €, sans compter les assurances majorées, les entretiens concessionnaires obligatoires et les éventuels pépins de fiabilité sur ces véhicules bardés d'électronique. Solution B, vous achetez une Mazda 2 diesel à 4 000 €. Vous la gardez 5 ans, vous la revendez 2 000 €. Vous rachetez une Astra H à 4 500 €, vous la gardez 5 ans, vous la revendez 2 000 €. Total des dépenses en achat-revente, 4 500 €. La différence de 17 500 €, c'est de l'argent que vous pouvez investir, épargner, utiliser pour les vacances, pour les études des enfants, pour ce qui compte vraiment dans la vie. L'arnaque du leasing repose sur une illusion de confort. Vous payez cher pour ne pas avoir de surprise, pour avoir une voiture toujours récente, pour bénéficier d'une garantie constructeur. Mais cette garantie, elle protège qui exactement ? Elle protège des pannes, certes, mais les voitures récentes tombent en panne aussi, et les pannes hors garantie sur les véhicules modernes coûtent une fortune à cause de la complexité technique. Un calculateur moteur sur un véhicule récent, c'est 800 € minimum. Un turbo sur un petit essence surpressé, c'est 1 500 €. Un kit de chaîne de distribution sur un moteur à chaîne qui a cassé, c'est 3 000 € si le moteur n'est pas endommagé. Et la valeur de la voiture si les soupapes ont touché les pistons. Les voitures que je vous recommande ont une mécanique compréhensible. Un garagiste de quartier peut les réparer. Un amateur éclairé peut faire lui-même la plupart des interventions courantes. Les capteurs sont accessibles. Les durites se voient. Les courroies se changent sans démonter la face avant complète. Cette facilité d'intervention, c'est de la valeur d'usage concrète. Vous n'êtes pas prisonnier du réseau constructeur, vous n'êtes pas obligé de payer le tarif horaire astronomique des concessions, vous gardez le contrôle de votre véhicule. La transition écologique qu'on nous impose à marche forcée pousse vers l'électrique, mais l'électrique n'est pas une solution pour tout le monde. Une voiture électrique neuve, accessible, c'est minimum 25 000 € après bonus. Une voiture électrique d'occasion, c'est un pari sur l'état de la batterie et une dépréciation massive quand les nouvelles générations avec plus d'autonomie arrivent sur le marché. Les infrastructures de recharge restent insuffisantes en France rurale. Les temps de charge sont incompatibles avec certains usages professionnels. Et l'autonomie réelle en hiver avec chauffage peut descendre de moitié par rapport aux chiffres annoncés. Face à ces contraintes, une petite essence sobre ou un diesel frugal reste. Souvent le choix le plus rationnel
économiquement et pratiquement. Je ne vous dis pas de ne jamais acheter neuf. Je ne vous dis pas que les voitures modernes sont toutes des poubelles. Je vous dis d'ouvrir les yeux sur les alternatives, de faire vos calculs avec un tableur plutôt qu'avec les arguments marketing des vendeurs, de considérer l'automobile pour ce qu'elle est, un moyen de transport, pas un symbole social. Les voitures que je vous ai présentées aujourd'hui, la Toyota Aygo, Peugeot 108, Citroën C1, la Mazda 2 Diesel, l'Opel Astra G et H, ce sont des outils fiables et économiques qui ont fait leurs preuves sur des millions de kilomètres. Elles ne sont pas parfaites, elles ont leurs faiblesses, mais ces faiblesses sont connues, documentées et réparables à moindre coût. Le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas de rouler dans une voiture qui impressionne. Le vrai luxe, c'est de ne pas avoir de crédit auto qui vous étrangle. C'est de pouvoir encaisser une panne de 1000 € sans catastrophe financière parce que vous avez économisé sur tout le reste. C'est de posséder réellement votre véhicule au lieu de payer pour le droit temporaire de l'utiliser. Ce luxe-là, il est accessible à tous ceux qui acceptent de remettre en question le dogme du neuf et du récent. La prochaine fois que vous croisez une Aygo cabossée ou une Astra banale sur le parking du supermarché, regardez-la différemment. Derrière cette carrosserie anonyme, il y a peut-être quelqu'un qui a compris le système, quelqu'un qui a fait le calcul, quelqu'un qui roule libre pendant que les autres s'enchaînent aux mensualités. Et ce quelqu'un-là, à la fin du mois, il a de l'argent en plus sur son compte. Pas parce qu'il gagne plus, mais parce qu'il dépense moins intelligemment. C'est ça, le vrai génie financier, appliqué à l'automobile, appliqué à l'automobile, appliqué à l'automobile, appliqué à l'automobile.